Fin du carry trade en yen, menace réelle ou en réalité menace déjà passée? Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast and Forex. Nous allons parler de beaucoup de choses. Du carry trade en yen, de sa phase de décollage, du pic qu'il a atteint, du dégonflement depuis 2024 et de ce risque peut-être déjà passé du yen, de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon, du rapport entre la politique monétaire menée par la Banque centrale du Japon et la nouvelle première ministre du Japon depuis octobre 2025, Sanae Takahashi, qui dirige, elle, la politique budgétaire, mais la politique monétaire est en partenariat entre le gouvernement et la Banque centrale du Japon, entre la recherche de la croissance et en même temps lutter contre l'inflation qui, et oui c'est difficile à dire, c'est étrange à dire, mais maintenant au Japon elle est au-dessus de 2% alors que pendant longtemps on visait 2%. Le yen, le dilemme cornélien de la valeur du yen. Un yen trop faible, les capitaux partent, inflation importée. Un yen trop fort, difficulté d'exportation pour les entreprises japonaises. Risque aussi, si le yen s'envolait, que les positions ouvertes de carry trade en yen encore ouvertes soient massivement et brutalement débouclées, entraînant un krach mondial. Et d'ailleurs, beaucoup, alors justement, c'est le sujet de la vidéo, le carry trade en yen. Mon opinion est que le risque est largement exagéré par la doxa. Pourquoi ? Je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. On va parler du carry trade en yen, de son heure de gloire. En réalité, il est terminé. Beaucoup mettent en avant, attention, le carry trade en yen, bientôt terminé, risque de krach mondial. Alors, scoop, premier scoop, il est terminé, c'est fini. Il n'y a quasiment plus de nouvelles positions de carry trade en yen. Mais de quoi s'agit-il ? Alors dans l'introduction, je vous explique ce que c'est. Le principe, il est tout simple. Les taux d'intérêt au Japon ont été pendant longtemps, très longtemps, proches de zéro, voire même négatifs. Et l'idée pour la finance mondiale était de venir faire un prêt au Japon, d'avoir donc de l'argent à taux d'intérêt proche de zéro, et d'investir ensuite sur les actifs financiers du monde entier, d'ailleurs toutes classes d'actifs confondues, et dans le monde entier, toutes zones géographiques confondues, là où il y avait des rendements, une rémunération importante. Vous vous endettez à zéro ou proche de zéro au Japon pour investir dans des actifs internationaux qui payent 4, 5, 10, 15% par an, oui, vous encaissez le différentiel de taux. Ça marchait tant que les taux japonais étaient bas. Et puis aussi, bien sûr, la devise du Japon, le yen, qui est tout en bas. D'ailleurs, le yen, malgré la remontée des taux d'intérêt du Japon, parce que depuis 2024, c'est fini la politique de taux zéro de la Banque centrale du Japon. Sous Kuzeo Ueda, les taux remontent. D'ailleurs, 0,50 maintenant pour le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale du Japon. Le 19 décembre prochain, il y a une réunion très importante. Normalement, le taux devrait remonter à 0,75, mais le marché se projette sur 2026. On ne veut pas une remontée trop brutale des taux. On ne veut pas. Mais en même temps, il faut que ces taux remontent. Parce que l'inflation au Japon, elle est à 2, elle est à 3. Elle est à 3. On est au-dessus des 2. Elle est à 3. Oui, il faut contenir l'inflation, mais il ne faut pas casser la croissance. Un pays en plus qui est super endetté. Donc il ne faut pas que les taux longs remontent trop. Les taux longs japonais, les taux d'intérêt japonais actuellement, c'est, on dirait des cryptos, des shitcoins. Ça remonte verticalement. Donc beaucoup annoncent le pire, le débouclage des positions de carry trade. Première information pour vous, à 60%, elles sont déjà débouclées. Oui, elles sont déjà débouclées à 60%. Je vous parle des positions ouvertes, celles du passé. Là, les nouvelles, il n'y en a quasiment plus. Donc, ceux qui mettent en avant le risque, fin du carry trade en yen, du coup, c'est beaucoup moins de liquidité à travers le monde qui va arriver sur les marchés. On s'endettait au Japon, la liquidité arrivait sur les marchés internationaux. C'est déjà fini, il n'y a pas eu de crack. Bon. Alors maintenant, on va dire 50% des positions de carry trade ont été débouclées. Il n'y a pas eu de crack. Pourquoi ? Parce que ça a été débouclé progressivement, parce que c'est réparti dans le monde entier, parce que c'est réparti sur toutes les classes d'actifs, c'est pas concentré. Si bien sûr tout avait été concentré sur un secteur d'un pays, je sais pas, du carry trade, et pour acheter que des GAFAM, voilà, et que tout était débouclé, ça aurait droppé. Mais comme cet argent du carry trade était investi partout dans le monde entier, sur une multitude de pays, une multitude de classes d'actifs, ça lisse le risque. Naturellement, là, il en reste la moitié. Donc, là, ça devient tendu. Les taux d'intérêt du Japon remontent à fond.
Si ça devait par exemple relancer fortement la hausse du yen, le principe, hein, vous êtes endetté au Japon, en yen, vous investissez dans les actifs internationaux, il faut bien rembourser le crédit en yen, à un moment ou à un autre. Si le yen s'envole, ça peut créer des ventes forcées des actifs internationaux pour rembourser le crédit avant que le yen s'envole trop et que ça renchérisse le coût du crédit en yen. Et c'est pour ça, le dilemme cornélien de la valeur du yen. Pas trop fort pour éviter ça. Un débouclage massif des 50% de positions de carry trade qui restent ouvertes. Et pas trop fort pour les entreprises exportatrices japonaises, mais en même temps pas trop faible. Pas trop faible pour la relation commerciale avec les États-Unis, pour l'inflation importée, pour éviter la fuite des capitaux. Et ce pays a besoin de capitaux, il y a une dette importante. Bon, il faut un yen, il faut la juste valeur. Donc, oui, le débouclage, la fin du carry trade en yen, était un risque majeur, l'est encore potentiellement, mais beaucoup moins, puisqu'on a déjà la moitié des positions qui ont été débouclées, il n'y a pas eu de krach mondial. Maintenant, comme il en reste 50%, et que là on arrive sur des niveaux de taux d'intérêt japonais compliqués, si ça finit par relancer la hausse du yen, et qu'on a une vente cette fois-ci brutale des 50% restants de position carry trade, ça pourrait être un peu plus compliqué. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous réexpliquer, je vais vous montrer ça, des informations sous forme de tableau chiffré, et puis on va en profiter pour faire l'analyse technique du yen, l'analyse technique des taux d'intérêt japonais, comprendre la relation entre la Banque centrale du Japon et le gouvernement japonais, les attentes fortes vis-à-vis de la décision de politique monétaire du Japon, de la BOJ du 19 décembre prochain, qui sera majeure. Tout le monde parle de la Fed, mais pour le coup, les perspectives de politique monétaire que la BOJ va nous annoncer le 19 décembre prochain sera aussi très important, très suivi par le marché. Et puis quels sont les signaux de l'analyse technique sur tout ce beau monde, et puis où en est le régime macro au Japon, où en est l'inflation. Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Fin du carry trade, il y a une menace réelle ou menace déjà passée, c'est parti. Que s'ouvre ainsi cette nouvelle session du Fast and Forex. Alors le plan je vous l'ai donné à l'instant, mais pas réellement de manière structurée. Donc première partie, je reviens avec vous sur ce qu'est le carry trade depuis 20 ans concrètement. Pourquoi 50% de débouclement des positions de carry trade n'ont pas provoqué ce fameux crack que tout le monde annonce, enfin tout le monde, les oiseaux de mauvais augure. Mais enfin, non, mais ils ont raison, il y a un risque, bien sûr, le risque persiste. Persistait, il n'a pas eu lieu, il persiste. Où en est la situation macro au Japon? La rupture depuis 2024 de la politique monétaire du Japon, BOJ versus la nouvelle première ministre du Japon, les attentes quant à la décision de politique monétaire de la BOJ le 19 décembre, où en est le yen, le dilemme cornélien sur la valeur du yen qui reste faible, malgré la remontée des taux japonais. Et puis le message de l'analyse technique des taux du Japon qui se sont envolés à un moment ou à un autre, il va y avoir un retour à la moyenne. Et les spreads de taux qui restent de toute façon défavorables au yen, même si forcément ça s'est réduit face au dollar. C'est parti, donc on attaque. Le carry trade, définition, impact macro global depuis 20 ans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce carry trade n'existe plus. Alors, attendez. Ce carry trade n'existe plus, quasiment plus, dans ces nouvelles positions. Je vous ai expliqué en introduction donc, de quoi il s'agissait. On s'endette au Japon, on s'endette au yen à taux zéro, pour investir dans des actifs internationaux, tout pays confondu, toute classe d'actifs confondus, marché actions, marché de la dette, marché des cryptos, marché des changes, partout, et dans plein de pays. Tout ça est venu se répartir à travers le monde à des rendements beaucoup plus élevés, et on encaisse le delta, c'est pas compliqué. C'est terminé depuis que la BOJ, la Banque centrale du Japon, a commencé à remonter ses taux. Me direz-vous, pourtant, alors les taux japonais restent quand même très faibles, oui, mais ce qui était intéressant, c'était vraiment l'écart massif du fait des taux à zéro. Maintenant, les taux sont plus à zéro, il y a moins d'intérêt, il y en a moins, ça a disparu, quasiment disparu. Il y a toujours quelques nouvelles positions de carry trade, mais c'est marginal. En termes de stock maintenant, on estime entre 500 et 800 milliards de dollars au total de positions de carry trade qui ont été atteintes au sommet en 2023-2024. C'est beaucoup, 800 milliards, mais finalement, répartis à l'échelle du monde, sur toutes les bourses du monde, sur toutes les actifs du monde, pas tant que ça. Mais c'est quand même une somme importante. Donc, ce carry trade consistait donc à s'endetter. Vous avez ici un tableau qui vous montre tout l'historique. Alors bien sûr, c'est très simplifié, mais concrètement, ce carry trade a commencé donc il y a maintenant plus de 25 ans.
Parce que sur très longue période, les taux d'intérêt au Japon étaient à zéro. Voilà. Les taux d'intérêt au Japon étaient à zéro, mais bien avant la crise financière de 2008. Le Japon a un problème de croissance depuis les années 90. Les taux sont à zéro, alors qu'en face de ça, notamment dans les pays occidentaux, les taux montaient. Et cette période de carry trade, de taux à zéro, a existé pendant 15-20 ans et a atteint donc son paroxysme sur les années 2022-2023. On estime qu'à ce moment-là, le stock total était autour, alors ça dépend, il y a plein d'estimations, hein, j'ai fait des recherches, j'ai mis 800 milliards dans le slide précédent parce que j'ai trouvé, c'est les banques qui font des études, j'ai trouvé jusqu'à 800 milliards, mais on trouve aussi 500, donc une fourchette de 500 à 800 milliards au total. Depuis 2024, qu'est-ce qui se passe? La Banque centrale du Japon a donc commencé à réaugmenter son taux d'intérêt, qui n'est donc plus égal à zéro. Je vous montre ça, donc c'était le slide précédent. Après une longue période à zéro, depuis 2024, là ça peut paraître impressionnant, mais on part de moins 0,10, nous ne sommes qu'à 0,50 sur le taux d'intérêt de la Banque centrale du Japon. Donc c'est quand même un taux qui reste très bas. Et en fait, et là, écoutez-moi bien s'il vous plaît, deux choses se sont passées. Première chose, les nouvelles positions de carry trade ont quasiment disparu. Ça a chuté. Pourquoi? Parce que les taux n'étaient plus à zéro, n'étaient plus négatifs. Donc l'intérêt différentiel par rapport au rendement des actifs internationaux diminuait. La motivation, l'envie de ces nouvelles positions de carry trade a disparu. C'était la justification, pardon, pas la motivation, la justification. C'était le delta massif, mais en s'endettant à zéro. Le fait de ne plus s'endetter à zéro, ça s'est tari. Le robinet, en fait, a été fermé. Mais prenez la métaphore suivante. Vous avez un seau et un robinet au-dessus. Lorsque le robinet est resté ouvert très longtemps, le seau s'est rempli. Si vous refermez le robinet, le seau cesse de se remplir, mais il ne se vide pas. Donc, le flux, lui, s'est tari. Maintenant, il y a l'énorme seau de position de carry trade ouverte. Et là, c'est compliqué. Parce que ces 500-800 milliards de positions ouvertes, elles sont basées sur un crédit qui est fait en yens. Et si les taux remontent au Japon et que le yen se remet à rebondir, et que ça augmente le coût du crédit à rembourser parce que le yen prend de la valeur, le risque, c'est que d'un coup, ces 800 milliards de dollars de position soient vendus, et là, oui, krach boursier mondial. En tout cas, quand même, pression baissière sur de nombreux marchés, parce que ces positions, ce financement pas cher en yens, c'est investi sur les actifs mondiaux. Et sur tous les marchés, je vous ai dit marché d'échange, marché de la dette, marché actions, etc. Peut-être même les cryptos, vous voyez. Bon, en fait, donc beaucoup annoncent le krach. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 2024, 50% des positions de carry trade ont été débouclées. 50%. Pendant ce temps-là, le S&P 500 a fait un nouveau record historique. Il n'y a pas eu de krach. Pourquoi? Parce que ces ventes se sont faites très lentement, il n'y a pas eu d'urgence, et comme ces capitaux du carry trade étaient investis à travers le monde sur toutes les classes d'actifs, dans plein de petits paquets un peu partout, ces petits paquets se sont vidés tranquillement. C'est pas comme s'il y avait eu une seule poche unique quelque part qui se vidait d'un coup. Maintenant, voilà le problème. Voilà la situation. Il n'y a quasiment plus donc de nouvelles opérations de carry trade, mais il reste un bon 50% de positions ouvertes. Alors, le titre de la vidéo, c'était carry trade en yens, risque réel ou risque passé? Je dirais en grande partie un risque passé, mais un risque qui peut devenir encore réel du fait de quoi? De ce que vous avez sous les yeux. Donc ici, je vous ai remis l'explication du fait que tous ces capitaux ont été investis à travers le monde entier, les actions du monde entier, les obligations du monde entier, les pays émergents, le crédit d'entreprise, le crédit d'État. Donc c'était tellement dilué, si vous voulez, qu'il ne pouvait pas y avoir un choc unique. Maintenant, il en reste 50%. Et la difficulté, c'est que le Japon, maintenant, a un problème d'inflation. Le Japon a un gros problème d'inflation. Je vous montre ici l'inflation au Japon. Ça fait sourire, hein. Mais pour moi qui suis les marchés depuis longtemps, le Japon, c'était le pays où on voulait atteindre 2% d'inflation. C'était l'objectif d'aller à 2. Maintenant, vous voyez ici, vous avez l'inflation sous-jacente au Japon, l'inflation core, elle est à 3. Et la Banque centrale, maintenant, veut la ramener à 2. C'est complètement fou, mais c'est ainsi.
Et le problème, c'est que les choses se tendent. La Banque centrale du Japon remonte ses taux de manière progressive, ici en rouge, 0,50. La Banque centrale de Kazuo Ueda souhaiterait commencer à les remonter plus rapidement parce que commence à s'inquiéter de cette inflation. Inflation qui rend les choses compliquées parce que la croissance économique elle n'est pas très importante, l'inflation lui est supérieure, donc la croissance réelle c'est zéro. Et c'est pas une inflation de hausse des salaires, hein, donc c'est plus complexe quand c'est la hausse des prix. Regardez en noir les trois courbes. Ce n'est pas le taux d'intérêt de la Banque centrale. Ce sont les taux d'intérêt du marché, les taux obligataires de l'État japonais, les taux d'intérêt du marché. Et là, regardez les courbes. Le 2 ans, regardez les courbes, c'est vertical. Regardez le 10 ans japonais, le 20 ans japonais. N'oubliez pas que la dette publique est massive. Et là, ça pose problème. Là, il y a un souci. Il y a un souci. Hein. Cette remontée des taux, en lien direct avec la lutte contre l'inflation, pourrait provoquer un choc obligataire. Alors, la dette est détenue essentiellement par les investisseurs locaux, mais ça commence à être un instrument de pression sur le gouvernement japonais. D'autre part, ces hausses de taux là, si ça finit par provoquer un rebond du yen, rassurez-vous, regardez en orange le yen index. Malgré la remontée des taux, le yen est tout en bas. Et imaginez un temps soit peu qu'à un moment ou un autre, avec cette remontée des taux japonais et la baisse du bilan de la BOJ, donc sur ce graphique j'ai vraiment tout mis, le yen japonais se met à fortement rebondir, c'est-à-dire une baisse de l'USD yen. Alors là, les 50% de positions qui restent de carry trade vont vendre en urgence. Pourquoi ? Parce que derrière, elles ont un crédit en yens. Et si le yen se met à s'envoler, le coût du crédit se renchérit. Et du coup, c'est plus intéressant de détenir les positions investies dans les actifs internationaux basés sur ce crédit en yens. Et là, partons du principe qu'il en reste 50%, je vous ai dit 500 milliards en fourchette basse, donc il y aurait potentiellement 250 milliards de dollars de positions d'un coup fermées. Là, il y a un risque. Donc, c'était un risque essentiellement passé. Il n'y a pas eu le crack annoncé depuis 2 ans. Mais là, quand même, regardez la pente que prennent les taux d'intérêt du Japon. Les choses peuvent devenir plus compliquées. Donc oui, la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon, qui sera rendue le 19 décembre prochain, sera majeure. Le marché entend bien qu'il faut lutter contre l'inflation. Mais le marché est prêt à accepter que la BOJ monte ses taux de 0,50 à 0,75. Mais le marché veut aussi entendre que la hausse se rapproche de son terme. Peut-être maximum 1,5 fin 2026, mais pas davantage. Il faut en aucun cas que les spreads d'auto s'inversent en faveur du Japon. Parce que là, le yen va s'envoler, et là, c'est le crack. D'accord ? Donc, c'est un vrai sujet. Alors, oui, l'aspect macroéconomique, donc je vous en ai parlé, hein, c'est vraiment maintenant, il y a une inflation sous-jacente qui est même supérieure à l'inflation sous-jacente aux États-Unis et en Europe, qui est plus proche de 2,5, de 7 que de 3, 3,5, comme c'est le cas au Japon. C'est assez étonnant, mais c'est désormais la situation. Alors, là aussi, il y a un souci, il y a quelque chose qui est compliqué. Là, sur cette belle photo, vous avez à gauche le patron de la Banque centrale du Japon, Kazuo Ueda, et ici, vous avez Sanae Takashi, nouvelle première ministre du Japon depuis octobre 2025. La politique monétaire, elle est menée par la Banque centrale du Japon. La politique budgétaire et fiscale par le gouvernement. Mais le gouvernement a toujours eu son mot à dire sur la politique monétaire. C'est comme ça dans les faits que ça marche. La nouvelle première ministre du Japon, elle veut booster la croissance. Elle veut de la croissance. Donc elle ne veut pas un yen trop fort, elle ne veut pas des taux d'intérêt trop élevés. Mais elle reconnaît le problème d'inflation. Donc, on sait qu'il y a une pression de la première ministre pour que la Banque centrale, certes, relève les taux, mais qu'à un moment ou à un autre, elle atteigne que la hausse cesse. Que très rapidement, le taux neutre soit atteint. Et il y a un débat. Qu'est-ce que c'est le taux neutre ? 1, 1,5, 1,25 ? En tout cas, pas 2. Là, il y a un rapport de force. Et effectivement, concernant ce carry trade, la première ministre du Japon veille à ça. Les taux ne doivent pas remonter trop vite. Mais en même temps, le boulot de la Banque centrale, c'est bien de juguler l'inflation. Alors, justement, d'ici la fin de l'année, il reste une décision de politique monétaire, celle du 19 décembre.
75% de probabilité d'avoir une hausse de taux de 0,50 à 0,75. Le marché y est prêt. Il n'y aura pas de choc. Ce que va regarder le marché, ce sont les annonces quant au bilan de la BOJ et surtout les perspectives pour 2026. Pour éviter un choc de carry trade, il faut, certes, il y aura cette hausse de taux, mais il faut que la BOJ rassure quant à son bilan, pas de baisse trop rapide du bilan, ou même une mise à plat, et surtout, il faut que la BOJ donne un message tempéré, nuancé, pour les hausses de taux à venir en 2026. Et que la BOJ montre au marché qu'elle a conscience que cette remontée des taux d'intérêt du marché peut être compliquée. Donc une approche nuancée. Mais c'est vraiment tout le problème, parce qu'il y a un vrai souci d'inflation. Donc, encore une fois, en politique monétaire, les mots sont le premier instrument de politique monétaire. Eh bien, cette décision de politique monétaire du 19 décembre va, avec la Fed et avec les chiffres US de l'emploi du 16 décembre, forger la tendance du marché action international de fin d'année. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous, ces 250 milliards de positions de carry trade qui restent ouvertes sont certes pas que, mais quand même investis sur le marché action international. Donc cette décision de politique monétaire ici sera majeure. Le marché obligataire japonais est actuellement sous pression, logique, en corrélation inversée avec la remontée des taux. Et effectivement, on voit qu'il y a un souci, le taux d'inflation ici en courbe noire, et on voit qu'il y a cette fois-ci un vrai souci. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand l'inflation remontait, on voyait bien que c'était provisoire et les taux baissaient. Là, pour la première fois, les taux d'intérêt remontent avec l'inflation. C'est là où la situation macroéconomique devient plus compliquée. Alors le yen, le dilemme cornélien, le yen reste faible. Un yen trop faible, c'est une difficulté dans la relation commerciale avec les États-Unis, c'est une difficulté pour les capitaux internationaux investis, c'est une difficulté pour l'inflation importée. Un yen trop fort, c'est un risque pour le carry trade, c'est un risque pour les industries exportatrices japonaises. Donc on veut pas fort, pas faire, on veut au milieu, mais c'est compliqué de le maintenir au milieu. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que malgré la remontée des taux japonais, le yen reste tout en bas. Ici, vous avez le yen index. Alors bien sûr, le marché regarde beaucoup l'USD yen. Ici, justement, vous avez les interventions passées de la BOJ qui ne veut pas... Donc un yen faible, c'est l'USD yen qui monte. On ne veut pas un yen trop faible, mais on ne veut absolument pas non plus... En fait, l'idéal, c'est que le yen reste dans ces bornes, 140, 160. Il y aurait un vrai risque de carry trade si l'USD yen devait casser cette borne, exploser 140 et retomber à 125. Là, la hausse du yen, comprenez bien, la baisse de l'USD yen, c'est la hausse du yen. Si l'USD yen casse ce support, la hausse du yen serait tellement forte que là, ça forcerait au débouclage de toutes les positions de carry trade qui restent. Et là, oui, il y aurait un crack, il y aurait un vrai choc. Donc à la question de savoir est-ce que le carry trade est un risque réel là, ou un risque passé, ça deviendrait un risque réel si l'USD yen cassait ce support là. Casser ce support ici. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Et là, vraiment, c'est vrai que lorsqu'on regarde le yen index, nous sommes en zone basse et à un moment ou à un autre, les taux ont tellement remonté que ça va finir par soutenir à la hausse au yen. Il ne faut pas que cela lui donne non plus trop d'impulsion haussière. Donc les taux d'intérêt japonais, donc d'un point de vue technique, et puis les spreads de taux, c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument regarder. Donc effectivement, les taux d'intérêt du Japon remontent massivement. Et si vous prenez, ici, nous allons les regarder sous la forme des bougies japonaises en données hebdomadaires. Ici, par exemple, prenez le 10 ans japonais. Là, nous sommes sur des phases, une phase qui est verticale à la hausse. On est en surachat partout. Ce n'est pas tenable. Un retour à la moyenne va arriver. Donc en fait, le marché price déjà beaucoup de choses, c'est ça que je veux dire. Le marché price déjà énormément de choses. Les taux d'intérêt du Japon vont finir par refluer. Et d'ailleurs, regardez les spreads de taux. Le spread, par exemple, 2 ans américain face aux 2 ans japonais, ou encore le 10 ans américain face aux 10 ans japonais, on commence à rentrer dans des zones où ça diverge, en zone basse, par exemple ici, là vous commencez à avoir des divergences haussières. Donc, et puis surtout, regardez les spreads. Nous sommes encore 2 points de pourcentage en faveur du dollar, ici,
Et là, encore 1 point de pourcentage, et là, ici, 2 points de pourcentage en faveur du dollar, lorsque je fais le spread entre le 10 ans américain et le 10 ans japonais, et là, le spread entre le 2 ans américain et le 2 ans japonais. Donc, oui, les taux japonais remontent. Oui, les taux japonais ont fortement remonté, mais les spreads de taux restent quand même en défaveur du yen. Ce qui limite aussi le risque concernant le débouclage de ces positions de carry trade. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Si c'est le cas, merci pour ceux qui mettent un petit like. Et donc, d'après vous, ce carry trade, est-ce encore un risque réel ou un risque finalement déjà passé et amorti en grande partie? Merci à toutes et à tous de votre attention. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.